Le jour où la paix a été signée, votre facture d'énergie, elle, n'a jamais été aussi proche d'exploser. Le 5 août 2026, 3 pays signent un accord de paix: Washington, Téhéran, Mascate. Et partout le même sentiment. Ouf, ça y est, c'est fini, terminé, on n'en parle plus, on enterre la hache de guerre. Sauf que la Banque Centrale Européenne, elle ne célèbre rien du tout. Parce qu'au même moment, dans ses bureaux de Francfort, elle vient de calculer un chiffre qui va vous toucher directement. Cet automne, dans votre porte-monnaie, 12,5%. C'est la hausse de l'inflation énergétique qu'elle prévoit dans la zone euro au 3e trimestre. Pile au moment où tout le monde pense que la crise est terminée, c'est bon, on a tout est bon, on fait la paix partout, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de tension. Faux. Alors, laisse-moi te raconter comment on est passé d'un soulagement géopolitique à une gueule de bois budgétaire pour des millions de foyers européens. Tout commence dans la nuit du 28 février 2026. Cette nuit-là, une opération militaire conjointe frappe l'Iran. Côté américain, on l'appelle Fureur épique. Tada! Hollywood. Côté israélien, le lion rugissant. Des frappes sur les installations nucléaires iraniennes. La riposte est immédiate, les missiles iraniens sur les bases américaines au Moyen-Orient, et surtout la fermeture de facto du détroit d'Ormuz. Ce détail-là, il faut bien le comprendre, parce que c'est là que tout se joue. Le détroit d'Ormuz, c'est un tout petit passage maritime entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Large de quelques dizaines de kilomètres à peine. Et par cet étroit couloir d'eau transite en temps normal un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié que consomme la planète entière. Un cinquième. Rien que ça. Ferme ce robinet et c'est toute l'économie mondiale qui tousse. Alors, le monde a tenu son souffle pendant des mois. Vous l'avez vu, un coup il ouvre, un coup il ferme, un coup il ouvre, un coup il ferme. Il est ouvert ou fermé là? Il serait bien incapable de me le dire. Dès le 1er mars, des frappes visent des navires marchands près du détroit. Pétroliers, cargos, remorqueurs. En quelques semaines, l'Organisation maritime internationale recense au moins 7 marins morts, 3 portés disparus, et une quinzaine d'incidents recensés sur des navires. Les négociations s'enchaînent, des ultimatums à Donald Trump, prolongés, et encore prolongés, le Pakistan qui tente une médiation, des tentatives de cesser le feu qui échouent, puis qui repartent. Pendant ce temps, à Francfort, au siège de la BCE, on regarde les courbes monter. En mars 2026, les institutions revoient déjà les prévisions d'inflation à la hausse pour toute la zone euro. La raison est limpide. Les prix de l'énergie s'envolent à cause du conflit. Et en parallèle, les ménages européens commencent à sentir la différence. En février, l'inflation dans la zone euro était encore contenue à 1,9%. Un mois après le début des frappes, elle grimpe déjà à 2,5%. Et ça, c'était que le début. L'été passe, avec sa canicule, comme tu peux le voir. D'ailleurs, tu dois me voir un petit peu brillant. La guerre continue par intermittence. Le détroit se ferme, se rouvre à moitié, se referme, et chaque semaine apporte son lot de tensions. Des navires chinois qui parviennent à passer après des négociations, un blocus américain des ports iraniens en représailles, des discussions avec Oman qui avancent, puis stagnent. Et puis le 5 août. Ce jour-là, l'Iran, les États-Unis et Oman annoncent avoir trouvé un terrain d'entente. Un accord immédiat de 60 jours. 2 corridors maritimes distincts sont créés. Une dématérialisation du chenal principal est promise sous 30 jours. Sur le papier, c'est une désescalade en bonne et due forme. Les marchés respirent, les images du détroit rouvert tournent en boucle aux médias, et on parle de fin de crise et de retour à la normale. Mais voilà le twist. Voilà ce que presque personne ne regarde à ce moment-là. Parce que pendant que tout le monde célèbre la réouverture du détroit, la Banque Centrale Européenne, elle, vient tout juste de publier ses nouvelles projections. Et elle ne parle pas du passé, elle parle de l'automne à venir. Là, dans quelques mois. Dans son rapport de juin 2026,
Je pense que tu n'en as jamais entendu parler, ni dans les médias, ni ailleurs. C'est le rapport de juin 2026. L'institution de Francfort est catégorique. L'inflation énergétique va culminer à 12,5% au troisième trimestre 2026. 12,5%. On vient de voir que ça va augmenter de 1,9%, 2,5%. C'était rien. 12,5%. 12,5% sur l'énergie. Rien que ça. Et l'inflation totale de la zone euro doit grimper jusqu'à 3,4% au troisième et au quatrième trimestre avant de rester au-dessus des 3% jusqu'au début 2027. Comprenez bien la mécanique ici. Ce n'est pas un pic qui arrive pendant la guerre. C'est un pic qui arrive après. Un pic qui arrive précisément quand tout le monde pense que le pire est déjà passé. Alors, pourquoi ce décalage ? Pourquoi la facture arrive-t-elle en retard par rapport à la guerre elle-même ? Et c'est là que ça devient intéressant. La flambée des prix pétroliers et gaziers du printemps ne se répercute pas instantanément sur votre facture de gaz et d'électricité à la maison. Il y a un délai, une latence. Des contrats renouvelés, des fournisseurs qui répercutent les hausses avec du retard, et des mécanismes de marché, le trading, qui prennent des mois à digérer un choc. Et surtout, l'automne. C'est le moment où les ménages commencent à rallumer le chauffage. C'est le moment où la consommation d'énergie explose naturellement, saisonnièrement. Sauf que cette année, cette hausse de consommation habituelle va se combiner avec des prix de gros qui vont eux-mêmes gonfler. Tout ça pourquoi ? À cause des mois de tension au détroit d'Ormuz. Alors, on pourrait dire, bon, un pic, ça reste temporaire. Sauf que non. Alors, on pourrait se dire, bon, un pic, ça reste temporaire. Et c'est vrai, la BCE elle-même le précise. Cette inflation énergétique doit ensuite refluer fortement en 2027, portée par la baisse des prix des matières premières et par ce qu'on appelle des effets de base en négatif. En clair, une fois qu'un prix a fortement augmenté une année, il devient mathématiquement plus facile pour lui de baisser sur les années suivantes, par simple effet de comparaison en fait. Mais entre-temps, il faut payer ta facture. Et cette facture-là, elle ne concerne pas que le chauffage. Parce que quand l'énergie grimpe, elle tire tout le reste avec elle. Le transport de marchandises, la logistique qui emmène tes fruits et légumes en supermarché, tes colis qui arrivent chez toi, tout. La production, les usines marchent avec de l'énergie, etc. Tout devient plus cher. La production industrielle, qui va te coûter plus cher. Et petit à petit, cette hausse se propage au prix de l'alimentation, au prix des biens et au prix des services. C'est parce que notre monde est basé entièrement sur l'énergie. Sans énergie, pas de société moderne. La BCE parle d'ailleurs très précisément d'un phénomène de second tour. L'inflation hors énergie et alimentation. Elle aussi a été révisée à la hausse. À cause de quoi ? La contamination progressive. C'est beau. C'est du gros vide de l'économie, quoi. Ce qui nous amène au vrai paradoxe de cette histoire. Un accord de paix vient tout juste d'être signé au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz réouvre, au moins partiellement, et les images de tensions militaires disparaissent des écrans. Et pourtant, l'impact économique le plus dur de cette guerre n'a même pas encore commencé pour les ménages européens. C'est le décalage absolu entre le temps géopolitique et le temps de l'économie réelle. La guerre s'arrête sur le papier, certes, en quelques semaines. Mais les prix, eux, ils mettent des mois à digérer le choc, et encore plus de temps à redescendre, et jamais à revenir à leur niveau initial. Ils vont redescendre par effet de comparaison, mais ils resteront toujours plus haut qu'avant le début de la guerre. Autrement dit, la paix ne fait pas baisser votre facture. Pas tout de suite en tout cas. Peut-être même pas cet hiver. Et il y a un deuxième niveau à cette histoire encore plus troublant. L'accord signé le 5 août, c'est pas une paix définitive, c'est un accord intermédiaire. 60 jours. Un délai.
2 corridors maritimes sans droit de passage garanti, une démilitarisation promise mais pas encore actée. Autrement dit, la fragilité reste entière, et on l'a déjà vu par le passé, hein, c'est la paix, c'est la guerre, c'est la paix, c'est la reguerre, c'est la repaix, c'est la reguerre. Donc là, c'est un accord pour 60 jours et on verra après, c'est pas acté en fait. Et la BCE, elle, dans ses scénarios alternatifs, a envisagé des trajectoires bien plus sombres. Si la situation se dégradait à nouveau, dans son scénario, il deviendra plus sévère. Et l'inflation aurait pu grimper jusqu'à 4,4, voire 4,8% pour l'année suivante. Ça, c'est l'inflation globale. Hein. Énergétique, c'est toujours 12,5%. On a évité ce pire scénario pour l'instant. Mais le scénario qu'on a quand même obtenu, celui qui est aujourd'hui la référence officielle pour la BCE, reste le scénario où l'inflation énergétique explose à 2 chiffres, 12,5% et 3% sur toute la zone euro et sur l'ensemble de la consommation. Faites bien la différence entre les 12,5%, c'est que l'énergie, et les 3%, c'est la totalité de la consommation. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous cet automne ? Ça veut dire que tes factures de gaz, d'électricité vont être plus salées au moment même où elles vont augmenter mécaniquement avec le froid. Ça veut dire que l'inflation globale reste au-dessus des 3% pendant plusieurs mois, largement au-dessus des objectifs que s'était fixé la BCE. Et ça veut dire potentiellement un pouvoir d'achat qui s'érode encore, alors même que les journaux titraient quelques semaines plus tôt sur le retour de la paix. Ce qui est fascinant avec cette histoire, c'est pas seulement le chiffre, c'est le mécanisme. On a l'habitude de penser la guerre et l'économie comme 2 temporalités liées presque simultanément. Le conflit éclate, les prix montent, le conflit se termine, les prix redescendent. Sauf que la réalité, c'est un système à retardement. Un choc géopolitique de février se répercute pleinement sur les factures en automne. Un accord signé en août ne rassure les marchés que sur le papier, pendant que les effets réels du choc initial continuent, eux, de se dérouler, mois après mois, dans les chaudières, les compteurs électriques et dans des millions de foyers. Et c'est peut-être là la vraie leçon de cette histoire. La paix qu'on célèbre là en ce moment à la télévision, la paix qu'on ressent sur son relevé bancaire, ce ne sont pas les mêmes choses. Ce ne sont pas les mêmes calendriers. On a signé un accord le 5 août. On a rouvert, au moins partiellement, l'une des voies maritimes les plus stratégiques du monde. Et pourtant, l'automne 2026 s'annonce comme l'un des moments les plus difficiles pour le budget d'énergie des ménages. Le soulagement géopolitique et la gueule de bois budgétaire, ils peuvent parfaitement coexister. Ils coexistent même, en ce moment précis, dans les projections officielles de la Banque Centrale Européenne, la BCE. Alors, la prochaine fois qu'un accord de paix sera signé quelque part dans le monde, posez-vous la question suivante. Est-ce que la facture, elle, est vraiment terminée ? Ou est-ce qu'elle est encore en train de remonter tranquillement vers les boîtes aux lettres ? Ciao.